Bonsoir et bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2025. Ce bulletin est le premier bulletin du mois, bulletin en accès libre. Si vous voulez bénéficier des prochains bulletins, n'hésitez pas à nous soutenir. Les liens sont indiqués en description. On commence par le Moyen-Orient et la grande affaire, la guerre à Gaza, où Donald Trump a présenté lundi 29 septembre son plan de cessez-le-feu comme un accord historique visant à rétablir la paix, mais qui apparaît, d'après le New York Times, surtout comme un ultimatum adressé au Hamas. La feuille de route qui a été dévoilée par le président américain en présence de Benjamin Netanyahou, qu'il a accepté sous condition, prévoit un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, un retrait par étapes des forces israéliennes et une libération des otages dans les 72 heures suivant l'acceptation de l'accord. Une fois les otages libérés, Israël relâcherait, selon le plan américain, 1700 Gazaouis qui ont été faits prisonniers après l'attaque du 7 octobre, ainsi que 250 Palestiniens condamnés à la prison à la perpétuité. La bande de Gaza serait gouvernée par une autorité temporaire, technocratique et apolitique, qui serait chargée de gérer les affaires courantes, et le Hamas serait exclu de ce pouvoir gouvernant. Les membres du groupe palestinien, qui rendraient les armes et qui accepteraient une coexistence pacifique avec Israël, seraient amnistiés. Ceux qui voudraient partir de Gaza bénéficieraient d'un droit de passage protégé vers les pays dans lesquels ils souhaiteraient se rendre. Peu après la présentation du plan à la Maison-Blanche, les médiateurs qataris et égyptiens ont annoncé avoir remis le document exigé par l'exécutif américain aux négociateurs du groupe palestinien. Des sources ont dit que le Hamas était en train de l'étudier. Mais le plan de paix reste fragile, notamment parce que les exigences comme le désarmement du Hamas ou son exclusion du pouvoir ont été par le passé rejetées par l'organisation terroriste. Par conséquent, cela met une hypothèque sur la possibilité d'avancer sur ce plan-là. Donald Trump a indiqué qu'il allait donner 3 ou 4 jours, donc ça mène à la fin de la semaine, au Hamas pour se décider, et indiqué que si le Hamas n'acceptait pas, il expirait en enfer ce refus. Quant aux conditions exactes du gouvernement qui seraient mises en place en cas d'acceptation de cet accord et de sécurisation de la bande de Gaza, ça reste assez flou. Il y aurait un gouvernement temporaire sous la supervision d'un comité de la paix qui serait présidé par Donald Trump lui-même et dans lequel jouerait un rôle l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ce qui fait dire à des plaisantins que c'est un petit peu le retour du mandat britannique sur la Palestine un siècle après. De son côté, Benjamin Netanyahou a précisé qu'en aucun cas cet accord n'emporterait la reconnaissance d'un État palestinien et indiqué qu'il s'y opposerait toujours et que ça avait été clairement dit dans la discussion qu'il avait eue avec Donald Trump. Sur un autre front, le cabinet du Premier ministre israélien a déclaré mercredi que des négociations étaient toujours en cours avec la Syrie et que leur conclusion dépendrait de la garantie des intérêts d'Israël, notamment la démilitarisation du sud-ouest du pays et la préservation du bien-être de la sécurité des Druzes en Syrie. Sous la pression américaine, la Syrie a accéléré les négociations avec Israël en vue de ce pacte de sécurité, mais qui serait loin d'être, semble-t-il, un traité de paix complet, puisque les deux pays sont en guerre depuis 1948 nominalement. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui déclaré que, dimanche dernier, qu'il y avait des progrès, mais qu'un accord n'était pas imminent. Le Conseil de sécurité de l'ONU a une nouvelle fois rejeté, vendredi dernier, un projet de résolution visant à prolonger l'allègement des sanctions internationales dont bénéficie jusqu'ici Téhéran, dans le cadre de l'accord 2015 sur son accord nucléaire. Une telle résolution devait intervenir avant le 28 septembre pour que le mécanisme snapback sollicité par l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, c'est-à-dire le retour aux sanctions, en raison de la non-coopération de l'Iran avec l'AIEA, donc faute qu'une telle résolution soit intervenue avant le 28 septembre, eh bien le mécanisme snapback est entré en vigueur et donc les sanctions ont été rétablies depuis samedi soir dernier. Et on entre ici dans un contexte autour de l'Iran où il y a des rumeurs sur le retour de frappe et de guerre entre Israël et l'Iran. À savoir de quel côté ça commencerait. Certaines sources disent que vraisemblablement les Iraniens se préparent à un nouveau round, notamment en se rééquipant de matériel, notamment auprès de la Russie. Et d'autres disent que ce sont les Israéliens qui auraient l'intention de frapper à nouveau l'Iran. Il se dit que le stock d'uranium iranien aurait pu être
aurait pu être localisé ou serait pas loin de l'être et que donc des frappes israéliennes iraient dans ce sens-là. En tout cas, voilà, le retour vraisemblable des frappes n'est pas à exclure dans les semaines qui viennent dans un délai relativement restreint. Trump a, par ailleurs, lors de sa rencontre avec Netanyahou, obligé celui-ci à s'excuser pour des frappes sur le Qatar. On a vu la publication de photographies, puisque Netanyahou a appelé le Qatar pour s'excuser de la frappe qui avait tué des membres du Hamas sur le territoire qatari il y a 2 semaines. Et vous avez sans doute dû voir cette photo où on voit Donald Trump en train de tirer la gueule avec le téléphone sur les genoux et il y a le boîtier du téléphone et le combiné c'est Netanyahou qui le tient et qui lit la lettre d'excuse qui a été préparée pour lui en fait, vraisemblablement par les Américains. Donc c'était une démarche assez humiliante pour le Premier ministre israélien. Et par ailleurs, il semble que suite à cette rencontre, Donald Trump a signé un décret qui étend au Qatar certaines des garanties de sécurité les plus solides, qui sont un peu similaires à celles de l'article 5 de l'OTAN, qui indique, je cite, les États-Unis considéreront toute attaque armée contre le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques de l'État du Qatar comme une menace pour la paix et la sécurité des États-Unis. En cas d'attaque de ce type, les États-Unis prendront toutes les mesures légales et appropriées, y compris diplomatiques, économiques et si nécessaire militaires, pour défendre leurs intérêts et ceux du Qatar. Alors bien sûr, ça empêche Israël de poursuivre une escalade dans cette direction-là. Vraisemblablement que c'est également un signal envoyé aux pays arabes pour leur dire, écoutez, on a bien compris, vous inquiétez pas, on vous protège, y compris d'Israël. Tel est le message, semble-t-il, que les États-Unis veulent envoyer à l'appui du plan de paix de Donald Trump précisément. Je parlais de la poursuite vraisemblable de la guerre ou de la reprise du conflit entre Iran et Israël. Comme vous le savez, j'en parle toutes les semaines. Il y a eu encore des échanges de tirs Israël et Houthi. Je tiens juste à le préciser, mais je ne vous donne pas plus de détails cette fois-ci. Mais ça fait partie en fait de cette guerre qui continue par proxy et qui de temps en temps a des retours de flammes directs entre les deux pays. Il est probable que ça va revenir prochainement. Le gouvernement égyptien a officiellement reconnu ce week-end déployer des troupes dans le Sinaï, la péninsule qui jouxte Israël. Ces mouvements militaires seraient liés à des opérations pour lutter contre des actes terroristes et des opérations de contrebande. Israël, qui est engagé à Gaza et opère des frappes au Liban et en Syrie, s'est inquiété de cet inhabituel déploiement. Benjamin Netanyahou a même demandé à Donald Trump de faire pression sur l'Égypte pour y mettre fin. Peu après les attaques du 7 octobre 2023, l'Égypte avait renforcé sa frontière en déployant des militaires, tandis que Rafah, l'un des 7 points de sortie de Gaza et le seul qui a accès à l'Égypte, est désormais sous contrôle israélien. Mais le Caire craint tout de même un afflux de réfugiés en provenance de la bande de Gaza. Ils ne veulent pas voir arriver les Gazaouis chez eux. En 2008, le mur frontaliste s'est effondré et une partie des Gazaouis s'était dispersée en Égypte. Et les autorités égyptiennes ne veulent pas que ça se repasse. En effet, à l'époque, des combattants du Hamas infiltrés dans des colonnes de réfugiés avaient été venus et risqueraient de grossir désormais les rangs du groupe terroriste Province du Sinaï qui avait fait allégeance à l'État islamique en 2014 et qui donc est dangereux pour le gouvernement égyptien dans cette région. On continue en Afrique où Macky Sall, lors d'une interview à l'étranger, s'est exprimé pour la première fois sur la dette accumulée par le Sénégal. Vous savez qu'après le départ de l'ex-président, les autorités sénégalaises avaient annoncé une dette cachée accumulée entre 2019 et 2024 de près de 7 milliards de dollars, qui ont mis totalement les comptes sénégalais dans le rouge. Et Macky Sall, lui, apparemment, qui vise des postes internationaux, on dit qu'il voudrait être candidat au poste de secrétaire général de l'ONU, a dit qu'il avait été, alors c'est extraordinaire, j'ai été le premier surpris à entendre parler de dette cachée, c'est un non-sens, une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Comment peut-on cacher tout cela sans que la surveillance multilatérale du FMI, qui est permanente, sans que moi-même, président de la République, je ne sois jamais informé de ces accusations, ou bien que la Cour des comptes du Sénégal ne soit pas au courant? Comment est-ce possible? Voilà, donc c'est la faute de tout le monde, et lui qui a gouverné le pays pendant toutes ces années n'était absolument pas au courant de cette explosion de la dette. C'est fabuleux. Intéressant de voir que où qu'on aille, les dirigeants politiques sont capables du même aplomb. Et toujours en Afrique, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné en son absence à la peine de mort, notamment pour crimes de guerre et trahison, ce mardi 30 septembre 2025 par la Haute Cour militaire de Kinshasa. Vous savez, j'en avais parlé ici, qu'il a
joué un peu, qu'il a servi d'atout pendant la guerre par proxy entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notamment par ses visites au Nord Kivu, un petit peu pour essayer de créer de la dissidence et de créer une légitimité de gouvernement alternative à celle du gouvernement central. La République démocratique du Congo et le Rwanda se sont accordés sur le 1er octobre 2025, donc aujourd'hui, comme date de début des opérations de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, qui est un groupe armé Hutu, donc ennemi du pouvoir rwandais Tutsi, basé dans l'est de la République démocratique du Congo, et pour la levée des mesures défensives, ou dites défensives, prises par le Rwanda, et tout cela dans le cadre des négociations qui sont prévues par l'accord de paix signé le 27 juin dernier sous l'égide de Donald Trump. De son côté, le mouvement du 23 mars est toujours actif dans la guerre contre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les milices Wazalendo, qui ensemble ont lancé lundi 29 septembre une contre-offensive pour reprendre le contrôle de Nzibira dans le territoire de Walungu, dans le sud Kivu, une semaine après son occupation par les rebelles de l'AFC M23. Donc on voit que de ce côté-là, les combats continuent. Et la paix n'est pas faite. Alors que le M23 est un proxy du Rwanda. Au Sahel, le chef de la junte du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a pour la première fois confirmé l'arrestation le 24 août de 6 fonctionnaires ivoiriens, précisant qu'ils se livraient à des actes d'espionnage. C'est un nouvel épisode dans la crise diplomatique opposant les deux pays. Ces 6 personnes, qui travaillaient pour une structure étatique d'aide aux réfugiés, la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, se livraient, d'après le gouvernement de Traoré, à des actes d'espionnage, tout en accusant, dans le même temps, il a accusé le territoire ivoirien de servir de base arrière aux ennemis du Burkina Faso et le pouvoir abidjan de flirter avec des terroristes. Donc on a assez fort de retour de tension entre un membre de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, et un membre de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso. On part en Amérique du Sud où, au Venezuela, le président Maduro se prépare à décréter l'état d'urgence face aux menaces persistantes américaines. Il semble de plus en plus crédible que les Américains préparent une intervention armée au Venezuela, peut-être avec des troupes au sol d'ailleurs. Alors que les navires américains sont déployés dans les Caraïbes et accusés par Caracas d'avoir tué 14 personnes lors d'opérations en mer, le président Maduro s'est dit prêt à décréter l'état d'urgence sur tout le territoire. Selon la constitution vénézuélienne, en cas de conflit interne ou externe mettant sérieusement en danger la sécurité de la nation, l'état d'urgence peut être instauré pour 90 jours, renouvelable une fois, et prévoit la restriction temporaire de certains droits fondamentaux. Maduro a indiqué que le processus de consultation pour décréter un état de commotion extérieure, c'est-à-dire l'état d'exception, conformément à la Constitution, avait été donc que ce processus de consultation avait commencé. Je rappelle que, en ce qui concerne le Venezuela, le règne de Chavez et de Maduro est vraisemblablement une étape finale de phase absolutiste. On est à quelques années vraisemblablement de déclenchement d'une guerre, d'une révolution nationale. Donc je ne suis pas sûr qu'ils soient très utiles de la part des États-Unis d'aller bombarder tout ça. C'est un petit peu comme pour l'Irak. Vous savez, en Irak, si les Américains n'étaient pas allés en Irak en 2003, Saddam Hussein serait vraisemblablement tombé en 2011 comme Assad. Il aurait été victime du printemps arabe. Tout ce qu'ont réussi à faire les Américains en y allant, c'est dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Alors, à moins qu'il y ait véritablement un intérêt stratégique à faire tomber Maduro quelques années plus tôt, peut-être que c'est le cas dans le cadre de la confrontation mondiale actuellement, qu'il faut envoyer un message à la Russie de Poutine à nouveau, etc., au plan stratégique. Mais voilà, en tout cas, ça devrait, si cette attaque intervient, elle devrait déclencher un peu précocement une révolution nationale, comme ça a été le cas avec la chute en réalité de Saddam Hussein en Irak. Aux États-Unis, nous avons eu les 800 généraux et amiraux américains. Finalement, ce n'était pas pour une grande opération, un grand danger militaire, c'était pour une conférence de mise au pas ou de signification de changement de ligne idéologique à l'armée, puisqu'il a été question c'est ce qu'a dit Pete Hegseth lui-même, les hommes en robe c'est terminé, le culte du changement climatique c'est terminé, etc., en disant
maintenant c'est plus le département de la défense, c'est le département de la guerre. On veut une armée qui est concentrée sur l'idée de faire la guerre et de la gagner. Bien sûr en disant que l'idée c'est de ne pas la faire, et avoir préparé la guerre pour avoir la paix. C'est un souci de l'administration de Trump depuis le début. Hein. Il a beaucoup été dit que, en gros, le budget militaire, ça voulait rien dire si une partie de ce budget, si la proportion de ce budget véritablement consacré aux armes et on va dire à la létalité, c'est ça qu'ils avaient employé, était très inférieure à ce qu'il y avait en Russie ou en Chine, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, ça voulait dire que la réalité de la différence de puissance militaire entre les États-Unis et la Chine et la Russie n'était pas rendue par le différentiel de budget, hein, puisque si vous n'avez que la moitié du budget militaire américain qui est effectivement consacré à des capacités de combat, alors que la totalité du budget russe et la totalité du budget chinois y sont consacrés, et bien forcément, c'est pas parce que vous avez un budget militaire américain qui est 2 fois plus gros que les budgets russes et chinois accumulés que vous avez un gap de puissance équivalent, au contraire. Donc il y a véritablement une volonté de concentrer les ressources sur les capacités militaires et la capacité de faire la guerre. Par ailleurs, le président américain a également annoncé, lors de ce discours à Quantico, devant le commandement militaire américain, il a annoncé vouloir déployer la garde nationale très bientôt à Chicago, en Illinois. Selon lui, les États-Unis mènent une guerre à l'intérieur et doivent protéger leur territoire. C'est essentiel pour la sécurité nationale, a-t-il affirmé. Plus tôt dans son discours, il avait soutenu que des pays comme le Congo et le Venezuela avaient ouvert leurs prisons et qu'ils envoyaient leurs criminels vers les États-Unis et que c'était ça, en fait, la guerre de l'intérieur. Lors de son allocution, il a également estimé que les villes dirigées par la gauche radicale allaient droit dans le mur. Il a cité San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles. Ce sont des endroits dangereux et nous allons les remettre en ordre une par une et ce sera quelque chose de très important pour certaines personnes dans cette salle. C'est aussi une guerre, c'est une guerre de l'intérieur. Voilà ce qu'il a dit. Le président américain a déclaré vouloir utiliser ces villes comme un terrain d'entraînement pour la garde nationale. Naturellement, ce vocable peut paraître un petit peu inquiétant d'utiliser les troupes contre... ça évoque l'idée d'utiliser les troupes contre sa propre population, en fait. Il a indiqué encore « Nous allons bientôt aller à Chicago, une grande ville avec un gouverneur incompétent et stupide. Il nous critique, mais il a été écarté de sa propre entreprise familiale. » Le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois s'opposent depuis longtemps à l'arrivée de la garde nationale. Selon le gouverneur Pritzker, Trump n'a légalement pas le pouvoir d'envoyer des troupes sans qu'un gouverneur n'en ait fait la demande, et le président a qualifié Pritzker de fou après cette déclaration. On est très clairement là, il faut bien se rendre compte à quel point c'est important, ce que je vous répète souvent sur la transition absolutiste, la transition de phase absolutiste qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis. Traditionnellement, dans la structure nationale américaine, les États fédérés, c'est l'équivalent des grands feudataires au Moyen-Âge, dans l'appareil, dans la construction de l'État. Et donc, c'est par la confiscation de leurs prérogatives au profit du pouvoir central que la monarchie a bâti ce qu'on appelle l'État royal, qui a donné lieu à l'État français. Et c'est comme ça que ça se passe partout, en fait, par cette agglomération et cette centralisation progressive. Et donc, ce que cherche à faire là Donald Trump, typiquement, c'est de ramener entre ses mains le contrôle de la garde nationale et d'être capable de le déployer dans les États, même si les États ne le demandent pas. C'est-à-dire, c'est d'outrepasser les pouvoirs traditionnels pour accaparer un pouvoir que donc il arracherait aux États. Et donc c'est assez typique d'une transition, encore une fois, de phase absolutiste que de faire cela. La garde nationale avait déjà été déployée auparavant, notamment à Los Angeles, pour lutter contre les migrants, et à Washington. Selon Trump, grâce à lui, la capitale américaine est passée en un mois du statut de ville la plus dangereuse à celui de ville la plus sûre. J'y suis allé dîner, les gens marchaient main dans la main, ils n'ont plus peur de se faire tirer dessus, c'était magnifique, a-t-il dit, avec son sens habituel de la mesure. On revient en Europe où la Russie affirme que la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par son armée, est sous contrôle. En effet, la centrale est privée d'électricité extérieure depuis plus d'une semaine et Volodymyr Zelensky a indiqué que la situation était très préoccupante. Pour la IEA, il n'y a pas de danger immédiat tant qu'elle fonctionne grâce à ses générateurs diesel de secours. L'opérateur russe du site dit avoir encore des réserves de combustible pour fonctionner pendant 10 jours.
En Moldavie, le parti Action et Solidarité, parti pro-européen au pouvoir depuis 2021, a obtenu plus de 50% des suffrages dimanche 28 septembre, loin devant le camp pro-russe qui n'a fait que 24%. Le scrutin a été, semble-t-il, entaché d'intimidation et une vaste campagne de désinformation attribuée à Moscou, alors que la Moldavie est engagée sur la voie de l'adhésion à l'UE. Enfin, quand même, finalement, les pro-russes ont fait la moitié du score du gouvernement, du parti gouvernemental, donc a priori, le danger n'était pas si urgent que ça. Le projet d'avion de combat européen se poursuivra. Les Allemands et les Espagnols, qui collaborent avec la France sur ce projet, appellent à respecter la répartition des tâches établies initialement, mais la France, elle, doute de plus en plus de maintenir sa participation. Dassault Aviation, le maître d'œuvre français, réclame davantage de poids dans les décisions, revendication mal accueillie par Airbus, où les Allemands donnent de la voix. Dassault a indiqué de son côté être tout à fait capable de fabriquer un nouvel avion tout seul, comme il l'avait fait pour le Rafale. L'Espagne, qui est le troisième participant au projet, avec son champion national de la défense Indra, s'est rangée du côté de l'Allemagne, comme d'habitude. De toute façon, l'Espagne se range toujours du côté de l'Allemagne. Depuis Charles Quint, ou quand Bismarck voulait mettre un Hohenzollern sur le trône, c'est pareil, en estimant donc que l'accord initial de répartition des tâches entre l'Espagne, l'Allemagne et la France devait être respecté. On ne dira jamais assez, mais dans avoir l'Espagne sous son influence est une priorité stratégique permanente pour la France. Alors que donc Dassault Aviation livre un bras de fer avec Airbus sur la gouvernance du projet d'avion de combat de nouvelle génération, sur lequel doit s'appuyer le système de combat aérien du futur, c'est le fameux SCAF, il a été rapporté par plusieurs médias, dont Politico, le Financial Times et plus récemment Handelsblatt, que l'Allemagne serait tentée de trouver d'autres partenaires que la France pour mener à bien ce programme, et l'hypothèse d'un rapprochement avec le Royaume-Uni a de nouveau été avancée. Dans le cas où les discussions sur le lancement de la phase 2 du SCAF n'aboutiraient pas, ce qui semble probable vu la tension et la façon dont elle croît depuis un moment, Berlin pourrait faire cavalier seul ou continuer la coopération avec l'Espagne, mais aussi rejoindre le projet concurrent, à savoir le Global Combat Air Programme, le GCAP, qui est porté quant à lui par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon. En Serbie, suite à la diffusion par la police moldave d'une vidéo sur des camps secrets russes en Serbie et à l'arrestation en Moldavie de 74 personnes accusées de vouloir interférer avec les élections, la police serbe a procédé vendredi 26 septembre à 2 arrestations en Serbie liées à ces camps clandestins. Les images des camps en Serbie montrent 2 entraînements, la progression dans des ruines d'un groupe armé de fusils d'assaut et un exercice d'évacuation de blessés. Suite à ces révélations, la police serbe a arrêté 2 suspects soupçonnés d'avoir organisé ces camps d'entraînement où des ressortissants moldaves et roumains pro-Poutine étaient formés à la lutte armée en vue des élections moldaves ce dimanche 28 septembre. La présidente moldave Maia Sandu a accusé la Russie de rémunérer des centaines de personnes pour déstabiliser la Moldavie en prévision du scrutin. On a vu que ça n'a pas suffi pour faire basculer les élections. Parmi les personnes arrêtées, il semble que 11 soient soupçonnés d'avoir participé à plusieurs opérations incitant à la haine en France et en Allemagne, dont vraisemblablement les têtes de cochons qui auraient été déposées devant des mosquées en France. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, ils auraient été attrapés. En Republika Srpska, pour faire un petit tour du côté de Milorad Dodik, Milorad Dodik a déclaré à la radio-télévision suisse que pas la radio-télévision suisse, parce que je lisais à la radio-télévision de Bosnie-Herzégovine, pardon, que c'est l'acronyme qui m'a perturbé, aux élections présidentielles anticipées en Republika Srpska, qui doivent avoir lieu donc pour le 23 novembre, depuis que la Cour de Bosnie-Herzégovine a révoqué le mandat de Dodik suite à une décision pour désobéissance aux décisions du représentant international, qui le rend incapable d'exercer une fonction publique pendant les 6 prochaines années. Dodik donc, qui à la base ne voulait pas que son parti présente de candidats, que son parti ne présente de candidats, a semble-t-il annoncé que Sinisa Karan serait le candidat donc à sa place, et que lui-même ne serait pas candidat. Et par ailleurs, il semble qu'il reporte également le référendum sur les décisions de la Cour de Bosnie-Herzégovine. Vous savez que fin octobre, il avait organisé un référendum, donc un mois avant la date de l'élection, à l'intérieur de la Republika Srpska pour essayer de se maintenir en place.
visiblement, il y a renoncé. Donc apparemment, Dodik finalement se couche et accepte la décision de la Cour. Il y aura peut-être un coup de Trafalgar qui sera derrière ça, mais enfin, a priori, il est possible que ce soit simplement la décision de la Cour qui l'emporte et que Milorad Dodik soit vaincu. Est-ce que Vučić lui a dit « je ne te soutiendrai pas dans cette affaire derrière ?» À voir. La Pologne s'apprête à modifier sa loi sur les déploiements militaires à l'étranger afin de permettre à ses forces armées d'abattre les appareils russes tels que les drones au-dessus de l'Ukraine, sans approbation préalable de l'OTAN ou de l'UE. À l'origine, la loi permettait au président d'autoriser des déploiements à la demande du gouvernement dans des cas tels que les conflits armés, les opérations de maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme ou les évacuations. Mais en 2022, à la veille de l'invasion russe en Ukraine, le gouvernement, dirigé par le Parti Droit et Justice, l'avait modifié pour exiger l'approbation de l'OTAN, de l'UE et du pays étranger où les forces polonaises doivent opérer. La commission chargée d'enquêter sous l'influence de la Russie en Pologne a vivement critiqué cette modification en estimant qu'elle privait Varsovie du droit d'agir de manière indépendante contre les drones en provenance des territoires ukrainiens ou biélorusses. Il est vraisemblable qu'à l'époque, cette décision avait été prise parce que la Pologne ne voulait pas être entraînée dans la guerre avec la Russie et que derrière l'OTAN lui dise « oui mais c'est vous qui avez cherché les difficultés ». Et donc il voulait une approbation préalable de l'OTAN et de l'UE pour pouvoir dire ensuite, voyez, on l'a fait alors qu'on vous a demandé, maintenant vous devez nous aider, si jamais ça dérapait. Bon, mais maintenant, vu qu'il voit arriver les drones russes de toute façon, sans doute, ils préfèrent adapter leur législation, et donc la coalition au pouvoir menée par Donald Tusk prévoit de supprimer les limites d'engagement en vertu du principe qui consiste à tirer avant de demander l'autorisation. Cela donnerait à l'armée une plus grande flexibilité pour répondre à ces menaces. Par ailleurs, la Pologne a également exhorté ses ressortissants à quitter sans délai la Biélorussie en invoquant un risque d'aggravation des tensions et d'éventuelles fermetures de frontières. L'escalade des tensions se poursuit donc. Ce jeudi 25 septembre, l'ambassade de Pologne à Minsk a exhorté c'est l'ambassade de Pologne à Minsk qui a exhorté les citoyens à quitter la Biélorussie. Parce que l'évacuation pourrait devenir très compliquée, voire impossible, en cas de dérapage, en fait. Mais donc on voit que ça devient un scénario de plus en plus étudié, voire plausible pour les acteurs, en particulier dans la région. La Russie, ça semble de plus en plus certain, d'après les rapports qu'on voit se multiplier à ce sujet, la Russie aiderait la Chine à préparer son invasion de Taïwan. Pékin aurait demandé à Moscou de lui fournir des véhicules d'assaut et des canons anti-chars, ainsi que de former un bataillon de parachutistes chinois à leur utilisation. En 2023, la Chine aurait demandé à la Russie de lui fournir ses véhicules d'assaut et blindés, de transport de troupes aéroportées, ainsi que de former un bataillon de parachutistes chinois. C'est ce qu'indiquent les 800 pages de documents qui auront été obtenus par Black Moon, un groupe de hackers et de cyberactivistes. D'après le même rapport, les troupes chinoises seraient formées à l'utilisation des équipements en Russie et en Chine, puis le bataillon aéroporté s'entraînerait ensuite à débarquer, tirer et manœuvrer au sol en Chine. En 2024, la Chine et la Russie auraient mené 14 exercices militaires conjoints d'après le Center for Strategic and International Studies. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de coordination entre la Chine et la Russie, qu'il semble que la Chine, en échange, en contrepartie de cette aide que lui apporte la Russie, donc depuis 2023, on comprend mieux, ça met une perspective ajoutée, même si on s'en doutait, à ce qu'a dit la Chine en disant qu'elle ne laisserait pas la Russie perdre en Ukraine. On voit que clairement, le partenariat militaire s'est considérablement renforcé, que la Chine compte sur la Russie pour l'aider à mener ses propres visées stratégiques, et que de son côté, elle soutient la Russie. À voir à quel niveau et à quelle force a la coordination qui est mise en place. Une attaque russe prochaine contre l'OTAN, je rappelle, je renvoie à mon dernier live que j'ai indiqué que d'après moi cette attaque était de plus en plus plausible. Une attaque russe contre l'OTAN prochaine pourrait être voulue d'ailleurs par la Chine comme un proxy pour couvrir ses propres opérations, en disant aux Russes, ben voilà, vous attaquez parce que vous attaquez l'OTAN, comme ça, et une fois que ça sera suffisamment occupé, nous on pourra agir de notre côté. Et en échange, on vous soutient jusqu'au bout pour votre guerre en Ukraine, etc. Il faut savoir que Xi Jinping a
a ordonné à l'Armée populaire de libération, d'après le dernier rapport de la Royal United Service Institute, publié le 27 septembre, Xi Jinping donc aurait ordonné à l'armée chinoise de se tenir prête à envahir militairement Taïwan d'ici 2027. Donc d'ici 2027, ça peut être 2026. Hein. Et donc si dans les mois qui viennent, il y a un conflit direct entre l'OTAN et la Russie qui se déclenche autour des pays baltes ou quelque chose comme ça, la Chine pourrait typiquement en profiter pour essayer d'envahir Taïwan, hein, comme les Japonais avaient profité du fait que les Occidentaux étaient occupés en Europe par l'Allemagne en 1941. Et avant ça d'ailleurs avec l'invasion de l'Indochine française en 1940. La Chine, et à propos d'intégration accrue du bloc, la Chine, la Russie, l'Iran et le Pakistan se sont opposés à toute initiative visant à rétablir des bases militaires américaines dans un Afghanistan déchiré par la guerre, a déclaré vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères. Cette opposition fait suite à la demande du président américain Donald Trump à l'administration intérimaire talibane de restituer la base aérienne de Bagram au Pentagone, dont on se souvient qu'elle avait été perdue dans des circonstances désastreuses sous Joe Biden en 2021. La déclaration commune, issue de cette réunion quadripartite, a souligné le respect de la souveraineté et de l'indépendance territoriale de l'Afghanistan. Elle a réitéré la ferme opposition au rétablissement de bases militaires en Afghanistan et dans la région par les pays responsables de la situation actuelle dans le pays, donc les États-Unis, naturellement, c'est ça que disent les Chinois. Trump, quant à lui, a averti que des choses graves se produiraient si l'administration talibane ne cédait pas le contrôle de la base aérienne de Bagram au Pentagone. La base aérienne de Bagram au Pentagone, aux États-Unis, ça serait très important parce que c'est, pour le coup, enfoncé directement au milieu du bloc sino-russo-iranien, au sein duquel maintenant le Pakistan entend jouer également sa partition. À propos de partition, je vous parlais l'autre jour dans mon dernier live des affrontements qui avaient éclaté au Ladakh le 24 septembre, on en sait un petit peu plus. Ça a opposé des milliers de manifestants aux forces de l'ordre. Je rappelle, le Ladakh, c'est cette région du Cachemire sous contrôle indien à la frontière chinoise. La police a tiré sur la foule, se faisant 4 morts et près de 100 blessés. Des jeunes ont incendié le bureau du Bharatiya Janata Party, le parti de Modi, formation au pouvoir, ainsi que des camions militaires. Le défenseur de l'environnement Sonam Wangchuk, figure de proue du mouvement réclamant plus d'autonomie au Ladakh, qui est passé sous contrôle direct de l'État central, je le rappelle, en 2019, a été arrêté et placé en détention et transporté dans une prison à Jodhpur, au Rajasthan, en vertu de la loi draconienne sur la sécurité nationale. Le gouvernement indien espérait étouffer par la force ce mouvement, mais une partie de la presse indienne accuse Modi d'avoir cherché et trouvé un bouc émissaire commode dans cette affaire en arrêtant cet individu. Voilà ce que j'avais à vous dire de saillant, on va dire, pour cette semaine. Encore une fois, si vous êtes intéressé par le bulletin, si ce format vous intéresse, je rappelle qu'il y en a 4 par mois, enfin il y en a un par semaine. Pas que, il n'y a que le premier du mois qui est gratuit, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez avoir accès aux autres. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats, et d'ici là, vous laissez pas faire.